mettrai au pupitre. Tu veux que. Il y a des questions? Non, normalement, il ne devrait pas avoir de questions là, parce que ça va aller. Nous allons reprendre. Alors pour cette intervention de fin de matinée, nous allons vous proposer une mosaïque d'expériences. Donc retour sur les différentes initiatives d'adaptation des services envers nos publics menées lors des périodes de confinement. Alors pour cette première initiative, ce sera Clémence Daugeron et Véronique Sevestre du Musée des Arts Décoratifs. Alors je vais vous présenter donc Clémence Daugeron est responsable de l'ingénierie documentaire et des projets numériques au Musée des Arts Décoratifs. Et Véronique Sevestre, elle est responsable du centre de documentation. Et elles vont nous présenter leurs différentes initiatives, à la fois sur la valorisation des collections, le renouvellement du portail documentaire et le développement des dossiers documentaires numériques. Alors, je vais de ce pas rechercher la présentation, parce qu'il y a un petit souci d'affichage, visiblement, sur nos images. J'ai une version PDF. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Ça va aller? Ouais. Et voilà, c'est reparti. Voilà. Donc, bonjour à tous. Clémence et moi, nous représentons la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs, bibliothèque de recherche, bibliothèque patrimoniale au sein d'un musée. Elle documente les domaines liés à l'art décoratif dans sa vision la plus large, puisque cela inclut la publicité, affiches, films ou même la mode, le textile et le jouet. Et dans cette période de pandémie, de confinement, pour garder le lien avec nos lecteurs et en tout premier lieu avec les équipes scientifiques du musée, elles-mêmes en télétravail, quels produits documentaires, quelles ressources documentaires pouvions-nous développer à distance ? Dans un premier temps, une partie de l'équipe s'est concentrée sur le recensement des ressources en ligne gratuites, bases de données en open access ou revues, bouquets d'abonnements en ligne sur l'histoire de l'art en général et les arts décoratifs en particulier. Ainsi, 45 liens URL ont été documentés et mis en exergue sur la page d'accueil de notre portail dans le premier mois du confinement. Très vite, 2 bibliothécaires ont mis en œuvre le Pinterest de la collection Massier, Massier du nom de son créateur mécène. Ce projet, qui restait un vœu pieux depuis quelques années déjà à la bibliothèque, a vraiment pu être développé pendant cette période de télétravail imposée. Pinterest, outil d'inspiration, correspond complètement, totalement à l'esprit de nos albums Massier, qui étaient plus de 4000 recueils thématiques d'images collectées destinées à l'inspiration des artisans, créateurs qui fréquentent la bibliothèque depuis 1864. Et autre expérience, toute l'équipe, donc 4 bibliothécaires, 4 documentalistes, une archiviste, ont choisi de rédiger des articles, de mettre en valeur des sélections thématiques. Ainsi, une liste de sujets à l'après-vert a vu le jour, sujets qui donnent un coup de projecteur sur des collections ou des fonds inattendus ou méconnus du public.
De son côté, l'archiviste a publié une liste mise à jour de la presque centaine de fonds d'archives privés. Et enfin, dernier né de notre production documentaire, le carnet de recherche hypothèse a été élaboré et les contenus préparés pendant cette période. Nous avons pu mettre en ligne en janvier 2021. Et je passe la main à Clémence. Bah, décidément. Hop. Voilà. Oh là là. Bon, alors désolé, on va reprendre. je vais le fermer, le rouvrir. C'est le chargement. Je sais pas. Hop. Fais-le sur ton ordi, peut-être. Il veut pas nous afficher la suite. Alors je regarde avec l'autre si ça fonctionne. Mais alors... non. Alors, vous l'avez sur votre clé? Non, je l'ai déposé sur en PDF, là, sur le... Alors, attendez, je peux regarder? Oui. Impossible d'extraire la police incorporée. Ah, il y a un truc qui lui plaît pas. Ouais. C'est un PDF, ouais, il veut pas... C'est sur votre clé, là? Non. C'est sur... Oui, mais... Mais par contre, il y a le fichier original sur ma clé. Alors, on va essayer. Mais vous n'avez pas un PowerPoint? Si, mais ça ne fonctionnait pas non plus. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il est où le... Alors, vous avez le PowerPoint qui est là et le PDF qui est là. Une erreur. Ouais, donc ça, il veut pas. Et votre PowerPoint, pourquoi? Non, ouais, alors là, et si on fait ça, ça ne l'a pas réparé? J'ai pas essayé de le réparer. Ah, sinon, là, je peux pas faire grand-chose. On n'a pas pu lire. Vous n'en avez que 4? Oui. Ah mince. Et là, je suis désolé. C'est pas très grave, mais on va faire sans. Ouais, là, c'est dommage pour la dernière, mais la deuxième, je peux trouver une alternative si je suis connectée à Internet. Ça, oui. Désolé, il manque des livres depuis tout à l'heure. Hop. Mais c'est le fichier à la base, donc on ne pourra pas faire grand-chose. Parce que c'est un fichier animé, c'est peut-être pour ça. Il y avait une animation sur le fichier. Peut-être. Oula, je casse tout. Hop. C'est pas grave. On va faire autrement. Hop, voilà. Donc, je continue sans présentation. C'était pour vous montrer, justement, pendant cette période de confinement, pendant le premier confinement, s'est amorcée la réflexion sur le renouvellement de notre portail documentaire. Ensuite, la réflexion s'est tout à fait accélérée devant l'obsolescence programmée de notre ancien portail. Mais donc, on voulait orienter notre portail vraiment sur ses fonctions essentielles, ses fonctions de recherche. Donc, avec la mise en avant de notre recherche, de la recherche dans le catalogue, bien sûr, et avec la rédaction de guides de recherche spécifiques, donc sur des thématiques, sur la recherche sur les créateurs, la recherche sur les expositions, et sur certaines typologies de documents spécifiques. Donc là, on parlait justement des archives, parce que la connaissance des fonds d'archives n'est pas encore forcément très simple, pas très abordable pour nos publics. Donc là, on avait aussi rédigé ce guide de recherche, et je pense aussi aux revues, qui sont plus bas dans notre liste, des revues donc qui ne sont pas entièrement bulletinées. Et là aussi, rechercher dans nos états de collection n'est pas toujours évident pour des lecteurs même connaisseurs. Donc voilà, on avait vraiment voulu porter un éclairage sur comment vraiment rechercher dans nos collections. Et puis, on a profité de ce renouvellement aussi pour mettre à disposition du public nos ressources numériques. Donc là, on a mis à disposition les 19 abonnements en open access. Donc là, nos lecteurs peuvent y accéder directement dans nos murs avec notre adresse IP.
Voilà. Et alors, notre dernier point, donc je ne peux malheureusement pas vous montrer le visuel, c'est bien dommage. Donc, on a aussi profité de ce moment pour vraiment développer le dépouillement numérique que l'on faisait jusque-là, mais là, on l'a vraiment organisé et on s'est créé un espace de classement en interne pour vraiment organiser ces dossiers numériques par créateur, par thématique. Et donc, c'est pour l'instant un outil interne qu'on a utilisé. On a utilisé notre outil, on a utilisé SharePoint pour faire ce site. Mais ça a lancé vraiment toute une démarche pour ensuite mettre à disposition ces dossiers numériques à nos lecteurs. Et donc là, on est dans la perspective de les signaler bientôt à travers notre portail. Voilà. Et technique. C'est moi qui me suis désolée pour ce souci technique. Hop. Alors, maintenant, je vais appeler Coralie Philibert. De la BNF. Alors, pour vous présenter un petit peu Coralie Philibert, elle est chargée de collection en art au département littérature et art de la BNF. Et à ce titre, elle fait aussi également partie de la cellule valorisation du département. Et à ce titre, elle va nous présenter le travail collectif de l'ensemble du service art. Bonjour à tous, alors le PowerPoint a sauté. Donc je vais reprendre la CSV, je pense qu'elle est effacée, je ne sais pas. Voilà, donc, bonjour à tous et merci à l'INHA de nous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Coralie Philibert, chargée de collection en art au département littérature et art de la BNF et je m'occupe plus particulièrement des collections du domaine français et anglophone. Alors, comment au service art, nous avons tenté pendant les périodes de confinement de maintenir le lien avec nos publics et puis de répondre à leurs besoins. Nous sommes partis du constat très simple, qui était que les lecteurs, bien sûr, n'avaient pas accès aux collections papier sur place, puisque l'établissement a été fermé en partie, et puis après les accès ont été restreints, les horaires ont été restreints. Donc les collections papier étaient presque inutilisables, que ce soit le libre accès ou les documents en magasin. Donc pendant ces périodes-là, nous avons beaucoup misé, bien sûr, sur toutes les ressources en ligne, que nous avons essayé de valoriser au maximum. Alors, tout d'abord, donc, la valorisation des ressources électroniques. On a eu, après coup, des statistiques liées à l'utilisation des ressources électroniques. Donc, entre mars et avril 2020, l'utilisation globale des ressources électroniques à distance a été multipliée par 5, ce qui est énorme, aussi bien en nombre d'utilisateurs qu'en nombre de sessions, c'est-à-dire le nombre de fois où un même lecteur peut se connecter, s'identifier. Donc ça a vraiment été pendant le confinement, mais pendant tout le reste de l'année 2020, le nombre de sessions est resté plus de 3 fois supérieur à ce qu'il était les années précédentes. Donc il y a plusieurs choses qui ont été mises en place à la BNF pour répondre à ces besoins liés aux ressources électroniques. D'une part, des leviers juridiques de la part des éditeurs ont pu être déverrouillés, c'est-à-dire que des bases de données qui jusque-là n'étaient accessibles qu'avec par exemple le pass recherche illimitée ou des bases qui n'étaient accessibles que sur place, ont pu, pendant un temps très restreint, être utilisables depuis chez soi et aussi avec le pass lecture illimitée que nous avons et qui est accessible à un plus grand public à la BNF. Donc d'une part des leviers juridiques qui ont sauté et puis l'enrichissement de bases pendant cette année 2020, des bases ont été achetées en nombre important et notamment par exemple une base en art, je pense à Bloomsbury par exemple, qui est une base en design qui a été achetée cette année-là et qui a eu un grand nombre d'utilisations. Donc face à cette montée bien sûr des ressources électroniques, en art nous avons décidé de créer une page dédiée à l'art, donc qui est accessible sur le site de la BNF.
Donc la page s'appelle Ressources numériques en art et vous voyez on a créé des onglets différents. Donc recherche d'images, recherche sur un artiste, salon et exposition artistique, architecture, design et art appliqué, vente aux enchères, livre électronique. On a créé différents onglets qui permettaient en fait de faire connaître aux lecteurs nos ressources électroniques, mais aussi de leur expliquer à chaque fois la manière d'y accéder, la manière de les utiliser, et puis de décrire aussi leur contenu. Voilà. Vous voyez que le dernier onglet concerne les livres électroniques. Alors ça a été une part importante aussi de notre réflexion, puisqu'il y a eu une augmentation du budget des e-books en art qui a plus que doublé, puisque jusque-là, il était de 3 500 €, et les e-books étaient pas assez consultés, sous-exploités largement, et il y a eu une telle utilisation pendant 2020 et 2021, et même encore maintenant, qu'effectivement, il a été décidé d'augmenter ce budget pour répondre à ces besoins-là. De la même façon, donc, il y a eu une création d'une page entièrement dédiée à l'art et puis des articles qui ont été écrits par différentes personnes du service sur des bases de données spécifiques. Alors le HKL bien sûr, le dictionnaire universel des créatrices, la base Bloomsbury comme nouvelle base, qui à chaque fois effectivement permettait de décrire ces bases et puis surtout d'expliquer les accès, parce que c'est souvent ça qui bloque comment on accède à ces données. Ces articles ont pu être à chaque fois relayés sur les réseaux sociaux de la BNF. De la même façon, bien sûr, les ressources en ligne, on pense aux ressources Gallica, qui est une des richesses incroyables de la BNF. Alors, la fréquentation entre 2019 et 2020 de Gallica a largement augmenté. Donc, tout Gallica, vous voyez, a augmenté de plus de 9% de consultations. Le blog Gallica, alors toutes disciplines confondues, a augmenté de plus de 32%. Et puis les sélections Gallica, pareil, toutes disciplines confondues, a augmenté de 21%. Gallica, bien sûr, est consulté énormément et effectivement par beaucoup de personnes qui sont en province, qui sont retraitées et qui vont non seulement pour des recherches documentaires, mais aussi effectivement pour du loisir, du divertissement. C'est ce que disait la dame ce matin, quand on a un coup de cafard, quand ça ne va pas, on va sur Gallica et tout de suite ça repart. C'est vraiment l'idée. Alors jusque-là, au service art, nous faisions donc des billets de blog, qui étaient ponctuels, en général sur un sujet qui était lié à l'actualité artistique. C'était des billets qui étaient indépendants les uns des autres. Donc face à cette fréquentation massive des ressources Gallica, nous avons décidé de lancer des séries. Alors une série sur les femmes artistes à l'Académie, une autre sur Suivez la mode et une autre sur la critique d'art. Donc une série peut être composée de 5, 10, 15 billets. C'était la première fois qu'on faisait ça. C'est vraiment à chaque fois on garde le même sujet et on va le décliner en différents sous-sujets, ce qui nous permet d'approfondir vraiment et d'enrichir un thème en proposant des ressources vraiment très conséquentes de Gallica. Notamment par exemple la série des femmes artistes à l'Académie va se finir là en juin. Donc c'est une série qui a couru sur 2 ans, qui va de Catherine Duchemin à Elisabeth Vigée-Laurin, voilà, qui est très intéressant. Le lancement de plusieurs séries permettait aussi de donner des rendez-vous en fait aux lecteurs, puisqu'à la fin de chaque série, on dit bien suivez le prochain billet de la même série qui aura lieu à telle date, etc. Donc ça, c'était les billets de blog. Et à côté, nous avons créé aussi des sélections Gallica. Alors, ça a permis de lancer des projets en fait dans le service art. Il y a des sélections qui sont en cours et qui vont paraître à la fin de l'année. Mais pendant l'année 2020, on a commencé à travailler sur une sélection Les écrivains critiques d'art, donc qui permettait de toucher à la fois les lecteurs en littérature et en art, puisque le service art est bien au département littérature et art, donc on s'inscrivait vraiment dans un département. Donc là, cela permet de mettre en avant donc, les écrivains qui ont parlé d'art, alors de Diderot à Apollinaire, il y en a 18, c'est une sélection, c'est pas du tout exhaustif, qui permettait de mettre en avant non seulement tout ce qui existe en ligne en termes de documents, d'ouvrages critiques que ces écrivains ont pu écrire, mais aussi il y a un travail de dépouillement d'articles qui sont parus dans la presse, ce qui n'existait pas, ce qu'on n'avait jamais fait en fait au service art. Et enfin, dernière chose, nous avons créé et enrichi des guides et des mémos que nous avons pu mettre systématiquement en ligne. Alors ça existait avant, ça on le faisait, on le mettait en salle, pas toujours en ligne, et donc là on a massivement mis en ligne. Alors la première chose, ce sont les mémos par thème. Alors il existe plein de mémos à la BNF, pareil dans toutes les disciplines confondues. En art, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets maintenant. Et les 4 dernières entrées qui concernent les salons et les expositions artistiques
ont été relayés dans la lettre au lecteur à l'automne 2020. Ça a été donc créé au cours de l'année 2020. Ces mémos par thème, donc si on clique sur chacun des onglets, ça se redéploie encore en sous-onglets et à chaque fois, ça propose une méthodologie de recherche sur le thème. Donc s'informer pas sur un artiste, on va voir comment faire des recherches sur les archives d'artistes, comment savoir qu'un artiste a exposé, comment retrouver les catalogues d'exposition d'un artiste, etc. Vraiment une méthodologie de recherche qui à chaque fois propose des rebonds sur ce qui existe en ligne. Donc ça, c'est très apprécié des lecteurs. Et puis dernière chose, nous avons pu, comme nous avions aussi du temps, nous avons pu enrichir des choses qui existaient déjà. Alors, nous avions déjà fait le guide de la presse artistique en salle F. La salle F à la BNF, c'est la salle donc, en art qui est au haut de jardin, donc pour le tout public. Il s'agit de répertorier toutes les revues en art que nous avons en salle F et puis de les décrire à chaque fois. Donc ça existait déjà, et donc nous sommes allés un peu plus loin pendant ces dernières années en proposant aussi le petit panorama historique de la presse artistique en France, qui permet cette fois de décrire la presse plus ancienne. Chaque fois d'en décrire le contenu et de décrire comment on y accède, notamment bien sûr en ligne. Les guides et les mémos en ligne, on peut en trouver donc toujours sur le site de la BNF, comme celui qu'a fait une de mes collègues là, qui s'adresse aux étudiants, donc des collections éditoriales pour mieux comprendre l'art. Donc il s'agit de bibliographie qui permet de s'initier en fait à l'art par le biais de grands manuels. Voilà, tout ça à chaque fois a été mis en ligne et consulté massivement, ce que nous allons finalement continuer à faire, puisqu'on a l'impression que l'élan, malgré les déconfinements et la situation va mieux, on a l'impression que l'élan est porteur, et donc nous allons continuer sur cette lignée. Voilà. Merci. La prochaine présentation sera faite par Marilyn Vallée. Je dois aller sur ma boîte mail, je suis désolée. Alors, j'en profite pour te présenter. Merci. Donc, Marilyn Vallée, elle est chargée des acquisitions et des médiations dans le domaine du dessin, du graphisme, de la photographie et de l'art du spectacle, au service art et littérature de la Bibliothèque publique d'information. Et elle va nous présenter une valorisation des ressources électroniques. Et si on se mettait au dessin ? Je préfère préciser aussi dès maintenant que Marilyn va revenir pour une toute dernière intervention, donc à la fin de cette mosaïque d'expérience. Je reviendrai. Alors, excusez-moi. Donc, sélection numérique, on y va. Et c'est là que le PowerPoint n'est pas là, évidemment. Ah oui, non, il est là. Est-ce qu'on est bon? C'est pas très probant. Vous voyez là? Non, peut-être en plus grand format, non? Non. Désolée, hop. J'aurais dû enregistrer. Ah, waouh. Bon, on va rester sur le PDF finalement. Excusez-moi, Jack. Ouais. Je peux pas l'ouvrir. Bon, on va faire ça comme ça. Je ne sais pas enlever le bandeau de droite, mais on va se débrouiller. La petite flèche, là. Oh, là. Ok, merci, pardon. Bon, ben voilà, on apprend tous les jours. Donc, je m'appelle Marilyn Vallée, je suis chargée des collections en art graphique, photographie, art du spectacle à la Bibliothèque publique d'information.
Je remercie l'INHA et particulièrement Anne Cardinel. J'espère que vous allez peut-être avoir des choses un petit peu redondantes avec ce qui a été dit, puisque évidemment pendant le confinement, on a travaillé sur les ressources numériques, mais vous verrez que notre public étant différent, nous avons aussi travaillé différemment, et notamment sur des tables thématiques des sélections numériques en art. Donc, pour expliquer ce qu'on va faire, j'ai un peu expliqué qui on était, parce que évidemment, la bibliothèque publique d'information, ce n'est pas une bibliothèque d'art, c'est une bibliothèque pluridisciplinaire qui est logée dans le Centre Pompidou, qui a été créé en 1977 dans la création initiale du centre, avec l'idée de faire coexister un centre d'art et une bibliothèque publique nationale ouverte à tous. Nous sommes répartis sur 3 niveaux. Nous avons 430 000 ouvrages, donc de toutes les disciplines, répartis sur 10 000 mètres carrés, 2134 places assises exactement. Le cœur de notre politique documentaire, en fait, c'est l'actualité éditoriale. Multi-support, 80% de collections françaises, mais en effet, nous n'avons pas de magasin, nous sommes bibliothèque de libre accès, pas de magasin, pas de fonds d'artistes, pas une bibliothèque patrimoniale. Donc, nos collections qui sont en libre accès, on a un fort taux d'actualisation des collections. Voilà. Nous accueillons à peu près par jour, depuis le confinement, 3300 visiteurs par jour, dont 61% d'étudiants. Et nous avons une importante amplitude horaire, puisque nous sommes ouverts tous les jours, de 11h à 22h, et le week-end et les jours fériés, de midi à 22h. J'explique rapidement le contexte. Parce que dans... la bibliothèque d'art du Centre Pompidou, c'est la bibliothèque Kandinsky. Je crois avoir repéré quelques collègues. La bibliothèque d'art d'études et de recherche, c'est Kandinsky. Pour autant, pourquoi j'interviens ici? Parce que nous avons quand même des collections en art. Nous avons près de 50 000 ouvrages en art sur un total de 430 000, donc ça fait à peu près 13% de nos collections, avec un accueil dédié. On a 20 titulaires qui se succèdent pour répondre aux questions des lecteurs, 5 équivalents temps plein qui travaillent sur les collections. Et puis pourquoi? Parce que souvent, nous sommes aussi la porte d'entrée grand public vers vos bibliothèques. C'est-à-dire qu'avec les larges horaires d'ouverture, on accueille certes des étudiants, mais aussi des professionnels, des particuliers qui, grâce au libre accès, peuvent se faire une idée voilà, de l'actualité éditoriale, je pense au catalogue du MoMA ou d'autres. Et du coup, je perds le fil. Et du coup, oui, on est la porte d'entrée vers vos bibliothèques. Et nous, quand on est en service public, on a un document. Quelle bibliothèque spécialisée, pour quelle recherche? Et on renvoie énormément vers vos bibliothèques. Et après, évidemment, nous participons, nous sommes dans le Centre Pompidou, donc nous participons à la programmation culturelle prochainement. Le 8 juin ouvre l'exposition du dessinateur américain Chris Ware, que je vous engage à aller voir, qui a l'air très chouette. Et par exemple aussi, on va avoir une exposition photo à partir de fin juin, Regard sur le Grand Paris, en collaboration avec le cabinet de la photographie du centre, le CNAP, et c'est la commande publique sur le Regard sur le Grand Paris, avec des photos d'Anna Darabi et Benoît Grimbert. Voilà, donc là, je sais d'où je parle, hop, on y va. Donc la bibliothèque, comme toutes les bibliothèques pendant le confinement, le 17 mars, fermeture de toutes les bibliothèques, et donc impossibilité d'accéder aux ressources, aux locaux. Le 19 mars, il y a un appel de la communauté scientifique, parce qu'en fait, le premier moment, ça a été les chercheurs qui sont retrouvés démunis, et donc les premières exceptions, on va dire, pour accéder à distance aux ressources, ça a été fait pour la communauté scientifique. Donc cet appel, ça a été mené par Couperin, la DBU, les presses. Voilà, à partir de ce moment-là, soit les éditeurs, soit les bibliothécaires ont commencé à discuter pour ouvrir les accès à certaines ressources numériques onéreuses, donc qu'on payait, et donc exceptionnellement, les ports ont été ouverts. On a commencé à communiquer sur les réseaux de la bibliothèque pour expliquer donc, cette ouverture de port. On a assisté en effet à une augmentation de la fréquentation de nos sites, mais on s'est aussi rendu compte par rapport à nos publics que, par exemple, le terme de numérique premium, eh ben, pour le grand public, ce n'est pas très pertinent. Kern, bon, on peut essayer de tester. Bon, on avait le temps en confinement, mais bon. Donc on a eu l'idée, enfin, la chargée de valorisation numérique, Julie Duprat, a eu l'idée de créer des sélections thématiques, comme vous avez, tout comme mes prédécesseurs aussi ont expliqué, pour naviguer entre ces ressources
et pour se prêter à l'exercice de à la fois promouvoir des ressources académiques et des ouvrages, des ressources pour le grand public. Donc ça a été en deuxième temps de la communication, et on a communiqué, je vais montrer les tables après, on a communiqué aussi évidemment sur le site de la bibliothèque, sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'extérieur, et en fait ça nous a permis de faire venir des personnes qui n'étaient pas susceptibles de venir, qui ne venaient pas en bibliothèque. Je pense au site Culture chez nous. Donc on a bien communiqué aussi là-dessus et ça a très bien fonctionné. Le 11 juin, on réouvrait et évidemment pendant le deuxième confinement, l'ouverture des ressources onéreuses n'a pas été réitérée. Voilà les sélections thématiques dont vous pouvez... Alors je suis désolée, on voit pas beaucoup. On en a fait 3 en art, donc ça concernait toutes les disciplines de la bibliothèque. En art, on en a eu 3. Une première, donc, et sciences météo dessin, une deuxième en archi sur de la cabane à la tiny house, et la dernière sur une base de données Vogue Archive. Alors, je reprends mon petit document. Pour qui? Donc, pour certes ceux qui savent chercher, ceux qui sont habitués à chercher, mais surtout pour ceux qui ne savaient pas chercher dans les ressources, comme je l'expliquais, et qu'il fallait aller chercher avec ces sélections thématiques. Quel est le contenu? Un mélange de théorie et de pratique, de ressources académiques et grand public, avec des ressources d'auto-formation. Ça, c'est aussi notre cœur à la BPI. Nous avons promu une base de données qui s'appelle Skileos, qui met des vidéos, qui propose des vidéos de dessin. Alors c'est très détaillé, il y a pour différents niveaux, il y a des cours pour travailler à l'encre de Chine, l'aquarelle, c'est vraiment très développé et c'est pour la première fois on a mêlé toutes ces ressources dans ces sélections. Il y avait aussi l'idée, à un moment où tout le monde était confiné, de faire un peu société, donc il y avait une idée aussi du do-it-yourself, voilà, mélange guide pratique et ressources plus académiques. Et le temps était volontairement grand public. Je pense à Vogue Archive, ma collègue avait indiqué, vous préparez votre prochaine soirée costumée après confinement, vous pouvez regarder les archives de Vogue Archive. Mais le maître mot, en fait, c'était l'accessibilité. Donc, quelles ressources? Donc, à la fois des sites web, des bibliothèques numériques, évidemment Gallica, la bibliothèque numérique de l'INHA, et d'autres. Des bases de données en auto-formation, j'ai parlé de Skileos. Il y a aussi notre base de données qui s'appelle Tout apprendre. Et des bases de données open access, comme Open Edition, et évidemment, après, toutes les ressources onéreuses pour lesquelles les ports avaient été exceptionnellement ouverts. Donc là, je pense à Kern, Numérique Premium. Voilà. Quel a été le retour? Le retour a été évidemment positif. Les sélections ont été assez consultées, même très consultées. Surtout pour les bibliothèques, en fait, ça nous a permis, nous, d'être mieux identifiés auprès des publics, mais surtout des non-publics, en fait, de gens qui ne venaient pas et qui ne s'intéressaient pas aux bibliothèques, finalement. Et puis, on a vu aussi que ça touchait certes la France, mais aussi l'étranger. On avait beaucoup de lecteurs qui ont consulté ces ressources venues de l'étranger. Et puis, ça a permis, évidemment, ça a facilité une prise en main des ressources électroniques, à la fois par les lecteurs, mais aussi par les professionnels. Voilà, je vous remercie. Alors, la prochaine présentation sera faite par Anne Jourdain. Alors, je vous présente Anne Jourdain. Elle est responsable des fonds patrimoniaux de la bibliothèque de l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, ISDAT. Et elle va nous parler des 40 podcasts qui avaient été enregistrés entre 2020 et 2021 pour conserver un lien entre l'ISDAT et les étudiants qui avaient été impactés par les fermetures et semi-fermetures successives. Excusez-moi, il faut juste que je charge.
Voilà, bonjour, je vous dis bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Je vais vous présenter de la façon la plus succincte possible juste un focus sur un travail qui a été fait suite au confinement qui a duré très longtemps dans les écoles d'art. Nous avons été touchés de façon assez importante, plus importante que dans les bibliothèques. Et donc ce sont surtout les étudiants et les étudiantes qui ont pâti de cette fermeture. En mars 2020, donc, l'école des Beaux-Arts, l'ISDAT, Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, a fermé et elle n'a rouvert qu'en septembre. Donc pendant ces 6 mois-là, où nous-mêmes avons été confinés ou alors en télétravail avec des autorisations parcimonieuses de revenir sur place, nous avons dû envisager des différentes façons d'entretenir le lien, non seulement avec les étudiants et les étudiantes, mais aussi avec les professeurs et avec l'ensemble des membres du personnel. Alors, je ne vous parlerai pas des différentes choses que nous avons pu faire, mais en particulier d'une exposition qui s'inscrit dans la série des expositions du couloir, qui est le couloir qui relie les fonds patrimoniaux, le fonds ancien de la bibliothèque, avec les fonds modernes et contemporains de la bibliothèque de l'ISDAT. Et là, c'était le couloir numéro 2. Le titre de l'exposition, donc Peur bleue, heure sombre, parce qu'il s'agissait de parler des pandémies dans un cadre très général, et en particulier art et littérature. Et ce que nous avons fait en particulier, c'est de faire nous avons fait une sélection littéraire, puisque nous avions beaucoup de temps à la maison, et nous avons choisi une 40aine de livres. Et à partir d'un certain nombre de ces livres, nous avons fait un choix d'extraits. Alors, nous étions 3, je ne l'ai pas précisé, à faire ce travail-là. Puis, nous avons proposé l'ensemble de ces extraits à la lecture d'étudiants. À l'ISDAT, 5 options sont proposées aux étudiants et étudiantes: art, design et design graphique, mais également musique et danse. Donc, nous avons fait en sorte de rapprocher tout le monde pour la lecture de ces podcasts. De la préparation de ces podcasts. Ça s'est fait, disons, assez lentement, à distance, parfois sur place, uniquement sur rendez-vous. D'autant plus que l'exposition était prévue au départ pour le mois d'octobre 2020. Elle a dû être reportée plusieurs fois jusqu'à février 2021. Avant de vous faire écouter l'un de ces podcasts, simplement, je voulais donner une donnée technique. Le personnel de l'ISDAT ne pouvant être sur place, les ateliers inutilisables, nous avons fait appel au lycée des Arènes, qui est un lycée de Toulouse qui accueille les BTS en audiovisuel, qui ont eu la chance de continuer à faire leurs études normalement, puisque les lycées n'étaient pas fermés. Et donc, ce sont les étudiants en son qui ont œuvré et qui ont réalisé l'ensemble de ces podcasts. Et ensuite, en ce qui concerne la diffusion de ces lectures, elle a été faite par le service de communication de l'ISDAT sur le site internet, sur la page d'accueil, pour qu'elle soit immédiatement accessible. Avant de vous faire entendre un extrait qui dure 2 minutes, je voulais simplement vous montrer un exemple de ce qui a pu être montré, ce qui était exposé, notamment des œuvres de première année, qui ont travaillé en sérigraphie sur le thème en pandémie. Donc vous voyez ici des exemples de flyers donc imprimés à l'atelier sérigraphie. Ça, c'est quelque chose qui a pu être fait à partir du mois de janvier, puisque l'école a rouvert sur rendez-vous, donc c'est janvier 2021. Donc c'était
extrêmement lourd pour tout le monde, il faut se l'imaginer. Et puis également, je voulais vous montrer, ce sera la dernière diapositive, un exemple, voilà, un mobile qui a été réalisé, un mobile de virus, pour vous donner une idée voilà, de ce qu'on peut faire. Nous avons fait un travail de recherche sur tous les virus possibles et imaginables, et puis ensuite, nous avons passé une partie du temps à monter ce mobile. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage et vous faire écouter alors un podcast lu par un étudiant en 5e, qui en 2020 était en 5e année art, Paul Rigaud, qui lit un extrait du protocole compassionnel d'Hervé Guibert. Dans l'histoire de l'humanité, les épidémies balaient les vies. Face à ces fléaux qui éveillent leurs fantasmes, les poètes, écrivains, artistes se font le miroir de ces sombres périodes. Ces pandémies s'appellent peste, choléra, grippe espagnole, sida, Covid-19. Au fil des siècles, elles se révéleront plus mortelles que les guerres. En avant-première de l'exposition Peur bleue, heure sombre, nous vous proposons d'écouter quelques lectures de textes sélectionnés. Le protocole compassionnel d'Hervé Guibert, lu par Paul Rigaud. C'était avant le vendredi 13 juillet, et j'allais certainement plus mal. Mais j'étais serein, je souriais très légèrement. Je me levai pour descendre à la station en bas de la rue de l'Odéon. La jeune fille se leva à son tour et saisit la barre où je me tenais aussi, symétrique à moi alors que l'autobus freinait, hésitait encore visiblement, puis se jeta à l'eau. Avec un fin sourire plein de grâce et de discrétion, elle me dit « Vous me faites penser à un écrivain très connu. » Je répondis « Très connu? Je ne sais pas. » Elle « Je ne me suis pas trompé. Je voulais juste vous dire que je vous trouve très beau. » À ce moment, nous descendions ensemble de l'autobus et, sans un mot de plus, et sans se retourner, elle disparut sur la droite et moi je partis vers la gauche, bouleversé, reconnaissant, ému aux larmes. Oui, il fallait trouver de la beauté aux malades, aux mourants. Peur bleue, heure sombre, podcast produit par l'Institut supérieur des arts de Toulouse, montage son, BTS audiovisuel, lycée des Arènes. Dans l'histoire de l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Alors, pour la prochaine présentation, c'est Michael Pangam. Michael Pangam est responsable de la bibliothèque du musée d'art de Nantes et va nous présenter l'atelier thématique qu'il a créé à destination des professeurs d'art plastique, en lien avec les collections de la bibliothèque et du musée. Bonjour. Diaporama. Par contre, c'est pas comme chez moi. Comment on lance sur ce truc-là? En bas à droite. Par là? Là? Ah, ça marche. Donc bonjour, Michael Pangam, responsable de la bibliothèque du musée d'art de Nantes. Je ne vais pas vous faire part de tout ce qu'on a pu faire pendant le confinement. J'avais déjà fait cet exercice avec l'OSIM en ligne. Et on peut encore retrouver d'ailleurs la vidéo. Non, là, je vais vous parler juste d'une petite expérience en fait qui a été faite. On va commencer. Voilà. Donc, grosso modo, le Covid au musée, il y a eu le Covid, plus la fermeture du musée qui s'est prolongée un petit peu comme dans les écoles d'art.
là on voit un artiste qui protestait devant les portes fermées du musée, a créé du coup une absence de lecteurs, ou du moins une diminution très drastique des lecteurs de la bibliothèque du musée d'art. Sachant que le Covid arrivait à peine 2 ans après la réouverture de la bibliothèque du musée d'art, le musée d'art ayant été fermé pour travaux pendant 5 ans. Donc une dynamique de fréquentation s'était enclenchée qui s'est d'un seul coup heurtée à ce mur. Donc du coup, on s'est dit on va relever nos manches ou se mettre en polo comme moi aujourd'hui et puis essayer d'aller donner plus d'accès aux étudiants. Donc en partenariat avec l'Université de Nantes, on a même ouvert la bibliothèque du musée plus largement qu'avant le Covid, en temps notamment, et plus largement en public visé, puisqu'on était prêt à accueillir tous les étudiants, peu importe leur discipline, étant un lieu central à Nantes alors que l'université est décalée. Ça nous a permis de toucher quelques étudiants. Et puis aussi de développer la communication en créant notamment un marque-page que je vous déposerai après, voilà, à destination notamment des étudiants de l'université, qui sont, pour nos publics externes, qui représentent à peu près 60% de notre public. Voilà, et en parallèle, on a essayé de développer, du coup les phrases sont un peu décalées, mais c'est pas très grave, c'est surtout imagé. De développer, en fait, de nous signaler auprès de potentiels lecteurs. Et parmi eux, un groupe de personnes ne fréquentait pas du tout le musée. Le musée le fréquente évidemment, mais pas la bibliothèque du musée, dont ils ne connaissaient pas ouvertement l'existence, vu qu'on était fermé. Et voilà. Ce sont les professeurs d'art plastique. Et donc, du coup, j'ai contacté le rectorat, l'inspecteur d'académie pour les arts plastiques, qui a tout de suite été très partant pour, pas seulement pour communiquer le fait qu'on existe, mais pour organiser un atelier à la bibliothèque du musée pour ces professeurs d'art plastique. Ça s'intègre dans des systèmes où 2-3 fois par an, ils se retrouvent pour partager pour échanger autour de séquences de cours, etc. Donc, du coup, là, celle-ci passe. On a convenu, en fait, de trouver une thématique. Et la thématique qui est apparue très rapidement, c'était les liens entre texte, écrit et art. Le musée étant producteur de beaucoup d'écrits, je pense aux cartels, aux textes de salle, mais aussi à des notes d'intention pour des expositions, etc. Et aussi ce que la bibliothèque conserve du musée, qui sont des cartons d'invitation, justement d'autres notes d'intention, des manuscrits, etc. Là, je vous en ai mis quelques exemples avec une lettre de Chessac, une œuvre de Raymond Ins, ou alors un plan d'exposition des époux Poirier, et puis un carton d'invitation en boîte de conserve. Tout ça c'était assez graphique, visuel, etc. et a permis aux professeurs d'art plastique de collège et de lycée de s'emparer de ce sujet-là. En même temps que cette séquence avait lieu, donc qui a duré toute une après-midi, un mercredi après-midi, j'avais invité ma collègue responsable du service des publics du musée à présenter justement le travail du musée sur les cartels et les fiches de salle. Puisque au musée, tous les cartels des œuvres sont développés en fait. Tous les cartels des œuvres exposées sont développés avec un texte et sont essentiellement rédigés par les médiatrices du service des publics. Hop. Alors j'étais tout seul, j'aurais dû avoir une stagiaire ce jour-là, du coup je n'ai pas pensé à faire de photos, mais j'avais jamais eu autant de monde à la bibliothèque puisqu'il y avait 25 profs. Et que la bibliothèque, normalement, en temps de Covid, et là, c'était la fin du Covid, était limitée à, je crois, 12. Donc, on a explosé un petit peu les jauges. Mais ce qui me reste de ça, à part plein de textes et de séquences de cours, c'est une carte graphique où on voit que tous les profs se sont bien amusés à tripatouiller le sujet. En fait, ce que ça a permis aussi, c'est de développer... de montrer en fait les fonds très variés du musée et de la bibliothèque dans des aspects que les gens n'attendent pas, c'est-à-dire les cartons d'invitation, les cartons un peu bizarroïdes, les notes d'intention d'exposition, tout ce dont je vous ai parlé, dont personne ne soupçonnait l'existence dans la bibliothèque.
Du coup aussi un retour en fait, puisque il y a déjà ça s'est passé au mois de mars-avril, je crois, de cette année. Il y a déjà 3 profs qui sont revenus pour consulter des documents, et j'ai eu 2 demandes pour accueillir aussi des ateliers avec des lycéens, du coup, leurs élèves. Et voilà. Alors, la fréquentation est repartie à la hausse. Alors, je ne pense pas que ce soit juste cet atelier qui ait généré ça, mais c'est le travail constant en fait avec les partenaires, donc profs de fac aussi, qu'on ne lâche pas, enfin à qui je vais présenter sans arrêt les ressources de la bibliothèque. Et voilà. Et je remercie beaucoup l'INHA de nous permettre justement de ces journées qui nous permettent ensuite de discuter dans les interstices et puis même de se présenter nos projets. Merci. Alors, je rappelle Marilyn Vallet, pour une présentation très courte parce qu'on a beaucoup de retard. Alors, elle a participé à l'ouvrage « À l'ombre des bibliothèques, enquête sur les formes d'existence des bibliothèques en situation de fermeture ». Et elle va nous présenter un petit peu une synthèse. Voilà. Du coup, c'est encore moi. Donc cette fois-ci, je ne vais pas parler de la BPI, mais d'un ouvrage qui est paru aux presses de l'ANSSIB en février 2022. Non, alors c'est pas celui-là. Merci. Excusez-moi encore une fois. Hop, je repars sur mon mail, désolée. Je crois que j'étais loguée. Bon, c'est parti. Ça m'énerve. Quelqu'un peut me souffler en mots pour agrandir ou pas? Non. Ah, pas tous en même temps. Bon, je laisse comme ça. Bon, allez. Donc, là, je ne vous parle pas de la BPI, mais d'un ouvrage auquel j'ai participé sur le segment des requêtes en photographie qui a été étudié. Est-ce que certains d'entre vous connaissent la Bibliothèque solidaire du confinement? C'est un groupe Facebook fermé qui est né le 19 mars, soit 2 jours après le premier confinement. Donc là, je vais me placer du côté des utilisateurs et pas du côté des bibliothèques, qui est né donc suite à la fermeture des bibliothèques et à l'arrêt subi en fait des recherches. Ce groupe fermé avait pour ambition d'échanger des conseils bibliographiques, des ressources, des ouvrages, des articles, mais aussi des recommandations de lecture. C'était pas, ça a commencé petit, mais en fait, il y a eu quand même 80 000 membres à la fin du deuxième confinement. Donc l'étude porte du 19 mars 2020 jusqu'à février 2021. Donc ça prend en compte les 2 premiers confinements. Donc pour savoir quels étaient les types de recherches, les types de demandes, moi j'ai étudié le segment documentaire de la photographie, puisque je suis chargée de collection en photographie. Le livre est librement accessible sur le site des presses de l'ANSSIB ou sur Open Edition. Il a été réalisé sous la coordination de Louis Viard et Clément Berherboul, qui sont chercheurs à l'Université libre de Bruxelles, et Sylvie Fayet, qui était directrice de la BU de La Rochelle, publié donc à la collection La Numérique, l'objectif de cette collection est de réunir apports de chercheurs en sciences de l'information et de la documentation et aussi de professionnels. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller le lire.
Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce groupe Facebook fermé pour lequel il faut demander, il faut avoir un compte Facebook et il faut demander à rentrer dans le groupe auprès des modérateurs. C'est très simple, hein, un petit mail, ça convient. Une fois que le groupe est ouvert, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en fait essentiellement des ressources et des questions en sciences humaines et sociales, histoire, ethnologie, sociologie, mais aussi beaucoup de recherches en art, de demandes en art, en photographie. On constate aussi un intérêt pour les tendances de la recherche, c'est-à-dire il y avait beaucoup de questions aussi sur le féminisme, le postcolonialisme, les études de genre. Donc c'était aussi un reflet en fait des requêtes des doctorants un peu abandonnés dans leur recherche. Alors là, vous voyez, vous arrivez à lire? C'est difficile? Oui. Là, j'ai mis un échantillon de recherche qu'on pouvait voir en photographie. Donc, c'était très divers, hein. Il y avait des personnes en fait, qui cherchaient précisément des ouvrages très précis, hein, comme vous voyez en haut à gauche, des gens qui avaient envie de pistes, en fait, de conseils de la part de spécialistes, voilà, et des choses plus générales. Très vite, en fait, avec ce groupe Facebook, il y a des règles en fait, qui sont apparues très vite, dont une règle qui est assez intéressante, c'est la règle du hashtag, en fait, vous voyez sous la recherche. Donc, il y a marqué photographie, histoire de l'art, fragments. En fait, c'était des mots, des folksonomies qui permettaient aux sous-communautés, en fait, d'être parfois alertées par une notification Facebook. Vous vous intéressez à la photographie, cette publication pourra vous intéresser, et de répondre. Alors concrètement, une fois qu'on est dans ce groupe, la personne qui pose la question publiait sa question dans le fil d'actualité du groupe, et les personnes qui voulaient y répondre répondaient en commentaire. Voilà. Ou soit en commentaire en donnant la réponse, soit ils pouvaient aussi juste réagir en disant moi aussi ce sujet m'intéresse. Voilà. Et donc ça a été vraiment un échange très nourri pour doctorants notamment et étudiants, chercheurs. Voilà. Sur la plateforme aussi, il n'y avait pas d'échange de livres. Si les personnes voulaient s'échanger les documents, c'était en dehors de la plateforme. Là, vous voyez le graphique au milieu, en fait, c'est les recherches en fait en photographie sur la période mars 2020, février 2021. Donc, vous pouvez voir le grand boom en fait en mars et avril, hein, les deux premiers. Et après, il y a un petit regain quand même lors du second confinement, octobre-novembre 2020. Donc, on a travaillé avec un professionnel de la gestion de l'information parce que c'était des flux considérables. Sur la photographie, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il y a eu 81 posts initiaux et surtout 786 commentaires. Donc, en gros, il y a eu 10 commentaires, en fait, une moyenne de 10 commentaires par post. Donc, ça dit aussi une très grande réactivité de la communauté, d'entraide. Alors, ça pouvait être en effet l'accès adéquat à la ressource, mais ça pouvait être aussi des échanges entre spécialistes de la discipline. Et moi, voilà, qui ne suis pas chercheuse, honnêtement, c'était passionnant. C'était vraiment très intéressant. Et une collègue qui a travaillé sur ce livre a étudié l'histoire médiévale. On s'est partagé le segment documentaire. Moi, je faisais photographie, elle faisait histoire médiévale. Et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, on est arrivé aux mêmes conclusions. La première conclusion, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes de monographies certes épuisées, de monographies qui n'étaient pas en ligne. D'abord des monographies très spécialisées, un peu à l'image d'en haut, quelque chose de très particulier, à l'image de la diversité de la recherche, autant de sujets de recherche, autant de questions, donc pas tant de rebonds que ça, vous voyez, il n'y a que 4 commentaires, mais voilà, une grande diversité voilà, de ces monographies. Ce qui a été plus intéressant, c'est de se rendre compte que la seconde moitié en fait, des monographies demandées, c'était des ouvrages de référence essentiellement. Et donc là, hop, j'ai la liste pour les titres en photographie les plus demandés. En fait, il y avait une demande très forte d'ouvrages de référence, manuels, encyclopédies, en particulier surtout français. Voilà, on retrouve les basiques. Hein. Il y a la Chambre claire de Roland Barthes, il y a Suzanne Sontag sur la photographie.
comme si, et ça venait à la fois de néophytes et aussi de chercheurs qui finalement, pendant cette parenthèse, ont essayé aussi de constituer leur bibliothèque idéale chez eux, de pouvoir avoir à domicile les livres qui n'étaient pas disponibles sur les bases de données onéreuses ou via leur code d'accès distant à l'université. Excusez-moi. Donc, il s'agissait en effet, ça pouvait être des ouvrages épuisés, mais ça pouvait être aussi des ouvrages faciles à se procurer, puisqu'il faut se rappeler qu'à l'époque, les librairies n'étaient pas encore considérées comme des commerces essentiels. Voilà. Et je ne résiste pas, en conclusion, à vous montrer ce joli poème. Donc, c'était un chercheur qui cherchait la biographie de Man Ray en allemand, amateur Voilà, et donc c'était aussi parfois un petit moment de gloire aussi pour chercheurs en recherche. C'était donc cette personne a eu 107 likes quand même, oui, et 20 commentaires. Donc voilà, petit moment de gloire. Juste pour conclure, je repensais à l'intervention de Marie Garambois qui parlait aussi de la bibliothèque, ma deuxième maison. Dans le livre, il y a un chapitre, en fait, et normalement un très beau texte de Dan Sperber sur ce qui s'est pratiqué, les silent Zoom aussi, les salles de travail silencieuses. En fait, il y a des espaces de travail silencieux en groupe qui se sont créés, des gens qui, certes, avaient besoin d'un accès à la documentation, mais pour qui une bibliothèque, c'était un lieu aussi, et qui avaient perdu aussi leur... on était tous qui avaient perdu aussi ce lieu-là et qui, par ces salles de travail silencieuses, ont pu recréer l'esprit aussi bibliothèque. C'est un texte de Cécile Touitou et Clément Berherboul. Merci. Cette fois, c'était la dernière. Merci à tous nos intervenants de ce matin de nous avoir mis en appétit avant cette pause déjeuner. Donc, comme on a un petit peu beaucoup de retard, on va reprendre à 14h15. Mais soyez tous à l'heure, on reprendra vraiment à 14h15. Bon appétit.